Comment l'Europe s'attaque-t-elle au changement climatique ? Eh bien, son outil principal, son arme si on veut, c'est un système au nom un peu barbare, l'EU-ETS. Aujourd'hui, on va décortiquer son histoire. Et c'est une véritable saga, un parcours plein d'embûches, d'échecs, mais aussi, on va le voir, de réussites assez spectaculaires qui ont absolument tout changé. Alors, tout commence par une question qui a l'air simple comme ça. Comment est-ce qu'on met un prix sur la pollution ? Concrètement, comment donner une valeur en euros à une tonne de CO2, un gaz invisible qui part dans l'atmosphère ? C'est vraiment le casse-tête fondamental que l'Europe a décidé de résoudre. Et la réponse de l'Europe, c'est ce fameux mécanisme de plafonnement et d'échange. Le principe est le suivant. On fixe un plafond global d'émissions pour tout le monde et ce plafond diminue chaque année. Ça crée une rareté. Ensuite, les entreprises reçoivent ou achètent des permis de polluer. Si elles polluent moins que prévu, super, elles peuvent vendre leur surplus. C'est simple en théorie, mais on va voir que dans la pratique, c'est une autre paire de manches. Et c'est vraiment là que notre analyse commence. Parce que l'histoire de l'EU-ETS, ce n'est pas du tout celle d'un succès immédiat. Non, c'est une histoire d'essais, d'erreurs et d'ajustements constants. Chaque étape a été une leçon, parfois apprise à la dure. Allez, on plonge dans la toute première phase, de 2005 à 2007. Il faut s'imaginer ça comme un test grandeur nature, une sorte d'expérimentation à l'échelle d'un continent entier. L'idée est audacieuse, c'est sûr, mais les débuts, disons qu'ils ont été pour le moins chaotiques. En fait, la première grosse erreur, ça a été de laisser chaque pays gérer son propre stock de permis de polluer. Et pour faire accepter le système, on a distribué la quasi-totalité des quotas gratuitement, en se basant sur la pollution passée des entreprises. Le résultat ? Un manque de coordination totale qui a mené le système droit dans le mur. Et voilà le cœur du problème, parfaitement visible ici. Chaque pays, évidemment soucieux de protéger ses propres industries, a été beaucoup trop généreux. Bilan, on a distribué bien plus de droits à polluer qu'il n'y avait d'émissions réelles. Le marché s'est donc retrouvé complètement inondé par un surplus de 200 millions de tonnes de quotas. Des quotas qui ne servaient à rien. La conséquence a été immédiate et vraiment brutale. Quand le marché a compris l'ampleur de ce surplus, le prix du carbone, qui était monté jusqu'à 30 € la tonne, s'est littéralement effondré. Il est tombé à moins d'1 €. Autant dire qu'il ne valait plus rien. Le signal économique pour inciter à réduire les émissions avait tout simplement disparu. Mais cet échec monumental a été en quelque sorte la meilleure des leçons. L'Europe a compris 3 choses absolument essentielles. D'abord, il faut des données fiables. Ensuite, il faut une approche unifiée, européenne. Et surtout, pour qu'un prix existe, il faut que la ressource, ici le droit de polluer, soit vraiment rare. La rareté, c'est la clé de tout le système. Bien, passons maintenant à la deuxième phase. Fort de ces leçons, les régulateurs ont bien sûr essayé de corriger le tir. Mais un événement mondial complètement imprévu allait, une fois de plus, mettre le système à rude épreuve. On tente donc de réparer la machine. Premièrement, on abaisse le plafond global d'émissions. C'est plus strict. Deuxièmement, on arrête le tout gratuit. Une petite partie des quotas est maintenant vendue aux enchères. Et enfin, on aligne le tout sur le protocole de Kyoto, pour un peu plus de crédibilité. Le système semblait repartir sur de bien meilleures bases. Mais voilà qu'en 2008, la crise financière mondiale frappe de plein fouet. La production industrielle s'effondre et avec elle, les émissions de CO2. Et là, mécaniquement, un nouvel excédent massif de quotas est apparu. Cette fois, ce n'était pas à cause d'une mauvaise allocation, mais bien d'un choc économique totalement externe. Et le résultat, c'est ce chiffre qui donne le vertige. Un surplus colossal de près de 1,8 milliard de quotas accumulés. C'est astronomique. Cet excédent a agi comme un véritable poison en maintenant le prix du carbone à des niveaux dérisoires pendant des années, ce qui a rendu le système quasiment inefficace. Tout ça nous amène à la troisième phase. Et là, attention, c'est ici que le système subit une refonte structurelle majeure. C'est vraiment le moment où l'EU-ETS est devenu l'outil puissant qu'il est censé être aujourd'hui. C'est le vrai tournant. La décision la plus importante a sans doute été de mettre fin aux allocations nationales. C'est terminé. Désormais, il n'y aura plus qu'un seul plafond européen géré de manière centralisée qui s'applique à tout le monde. Fini la concurrence entre États pour protéger chacun ses industries. Et voici l'innovation de génie qui a tout changé. La réserve de stabilité du marché, ou MSR. Il faut voir ça comme un mécanisme automatique, une sorte de thermostat qui régule l'offre de quotas. Quand il y a trop de surplus sur le marché, comme après une crise économique, hop, le système aspire les quotas en trop. Et à l'inverse, en cas de besoin, il peut en réinjecter. Et le résultat a été spectaculaire. La MSR a commencé à aspirer ce surplus gigantesque qui plombait le marché depuis des années. Et pour la toute première fois, le prix du carbone a commencé à grimper de manière significative et surtout de manière durable. Le système enfin fonctionnait comme il était censé le faire. On entre maintenant dans la phase actuelle, qui est de loin la plus ambitieuse. Elle est directement liée aux grands objectifs du Pacte vert pour l'Europe, le fameux Green Deal. Ici, l'ambition monte clairement d'un cran. L'Europe vise une réduction de 55% de ses émissions d'ici 2030.
Et pour y arriver, on resserre la vis. Le nombre total de permis de polluer disponibles diminue maintenant beaucoup plus vite chaque année. Ça force les entreprises à innover et à investir massivement dans des technologies propres. Et le système ne s'arrête pas là. Il continue de s'étendre. En 2024, on a inclus le transport maritime. Bientôt, on aura une taxe carbone aux frontières. Et surtout, le système va bientôt concerner tout le monde un peu plus directement, avec un tout nouveau marché pour le chauffage des bâtiments et le carburant des voitures. Il y aura donc deux systèmes qui vont fonctionner en parallèle. D'un côté, l'ETS historique pour la grande industrie et le secteur de l'énergie, et de l'autre, ce nouvel ETS 2 qui doit démarrer en 2027 et qui couvrira les carburants utilisés dans les transports et pour le chauffage des logements. Voici un autre outil qui devient crucial, le MACEF, qu'on appelle aussi la taxe carbone aux frontières. L'idée est simple, si un produit très polluant, comme de l'acier, est fabriqué dans un pays sans prix du carbone et qu'il est importé en Europe, il devra payer une taxe équivalente. Le but est double, protéger nos industries d'une concurrence déloyale et encourager les autres pays à adopter des politiques climatiques similaires. Alors, que faut-il retenir de tout ce parcours? Eh bien, l'EU ETS est la preuve vivante qu'une politique climatique, ce n'est pas quelque chose de figé. Ça peut être conçu comme un organisme vivant qui apprend de ses erreurs et qui s'adapte. Ce parcours, finalement, il résume toute l'histoire. On est parti d'une expérience un peu fragile, pleine de défauts. Puis, étape par étape, on a corrigé, on a centralisé et on a rendu le système plus juste et bien plus ambitieux. C'est la preuve qu'une politique climatique n'est jamais gravée dans le marbre, elle doit constamment évoluer et s'améliorer. La question finale est donc celle-ci. Après 20 ans d'ajustements, de crises et de réformes, est-ce que ce modèle européen, avec toutes ses cicatrices mais aussi ses succès, peut aujourd'hui inspirer le reste du monde? L'histoire, en tout cas, n'est pas encore terminée. Merci d'avoir suivi cette analyse